C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées dans tes débuts en tant que manager d'artiste? Nous sommes en 2025. Toutes les vues YouTube générées à partir du Cameroun te génèrent 0 francs CFA. Oui, 0, oui. J'ai fait le tour du Cameroun pour identifier les points de vente physique des supports originaux d'artistes. Il n'y en avait pas. Le seul qui existait à Douala est devenu un bar à la rue de la Joie d'Edo. Ils vendent plus de billets que les CD originaux. C'est compliqué. Mais toi, en tant que manager, comment est-ce que tu as fait pour t'en sortir, on va dire aujourd'hui, malgré l'environnement qui est hyper compliqué? Disons, il faut savoir qu'aucune nation dans le monde n'a été numéro 1 économiquement sans avoir été numéro 1 culturellement. Le succès économique d'une nation dépend fortement de sa force culturelle. C'est quoi la réelle différence entre un manager et un producteur? Je pense que beaucoup ne le savent pas. Lorsque je commençais à développer Ténor, je disais que moi, mes artistes doivent être les plus forts, les plus performants. Qu'est-ce que je faisais? Je l'amenais dans un stade de football à l'époque, avant qu'on ne construise des logements là-bas. Il y avait un stade à Emanapong qu'on appelait le stade de la CNPS. En plein 13h, je m'asseyais au milieu des gradins. Je le mettais au milieu du stade. En toute franchise, qu'est-ce qu'un producteur voit en un artiste pour s'intéresser à lui et décider de le produire? Le producteur est là pour te douiller le maximum possible, pour manger le plus d'argent possible sur toi. Parce que c'est un business. Mais aujourd'hui, avec ton regard, est-ce que tu encourages ou décourages un jeune qui veut se lancer dans la musique au Cameroun? En fait, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et qu'il se passe des choses merveilleuses de votre côté. Quant à moi, ça va. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on a la chance, si ce n'est l'opportunité, de recevoir une personnalité très importante dans la culture camerounaise. C'est un monsieur qui a eu à manager, à produire et à accompagner plusieurs grands artistes. Je vais par ici citer Mr. Lefian Loué, le Yamo et l'artiste Sissoul, pour ne citer que ceci. Aujourd'hui, on va voir avec lui l'envers du décor de tout ce qu'on appelle musique. Parce que bien évidemment, quand on parle de musique, devant, il y a l'artiste en front, il y a la star qu'on voit tous les jours et qu'on aime, mais derrière, il y a l'équipe, il y a le manager, le producteur, il y a des personnes qui travaillent pour l'accompagner. C'est ce qu'on verra aujourd'hui. Pour ceux qui sont en Ile-de-France et qui aimeraient créer du bon contenu de meilleure qualité pour percer et avancer sur les réseaux sociaux, je vous présente Ultimate Pod, cet espace qui met à votre disposition tout le matériel audiovisuel, un matériel audiovisuel de qualité pour permettre de réussir et d'avancer sur les réseaux sociaux. Chers internautes, mesdames et messieurs, on va accueillir monsieur Isidore Tameu, alias Tafis. Bonjour chef. Bonjour patron, comment tu vas? Ça va bien toi-même? Ça va, bienvenue dans les locaux de Ultimate Prod. Voilà, donc, merci pour la pub. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être accueilli dans ces locaux et de pouvoir partager avec toi de très bons moments qui, j'espère, pourront être instructifs et pourront permettre aux uns et aux autres de pouvoir comprendre ce que c'est que les industries culturelles et créatives qui englobent la musique et les disciplines connexes. En tout cas, j'ai bien foi que ça le sera. Merci. Alors, déjà, est-ce qu'on peut savoir ce qu'est Tafis? Tafis, c'est un acronyme. C'est un acronyme de mon nom qui s'appelle Tameu Fedji Isidore. Je suis... donc, Tafis, c'est un entrepreneur camerounais spécialisé dans les industries culturelles et créatives qui a 24 ans d'activité continue et qui a fait ses débuts en 2001 comme artiste, auteur, compositeur, interprète. Donc, je suis auteur d'un album et de plusieurs singles. Beaucoup ne savent pas. Et après 2010, entre 2008 et 2011, je commence à être chroniqueur pour un média en ligne qui s'appelle à l'époque cameripop.com. Et donc, c'est à cette période-là que je fais aussi ma transition d'artiste à homme de médias. Et par la suite, en 2010, je suis manager. Je deviens manager. Et je commence, donc ça fait 15 ans que je suis manager d'artiste. Et mes premiers succès dans le management, on a Numérica par exemple. Donc, Isidore Tameu, plus connu sous le pseudonyme de Tafis, c'est celui-là qui a été auteur, compositeur, interprète et qui écrit toujours pour des artistes, qui produit des artistes. Donc, j'ai été producteur exécutif aussi. Donc, producteur, j'ai produit des artistes comme Sissoul, l'une de mes plus grosses réussites dans la musique. J'ai managé de gros artistes aussi comme Salatiel, comme Loco, comme Ténor. Voilà, donc, et ce que beaucoup ne savent pas aussi, c'est quoi? J'ai été le tout premier producteur de Loco. Avant Big Dream. Avant qu'il ne signe à Big Dream, il était signé chez moi. Et voilà, donc auteur, compositeur, interprète, manager, producteur, et aussi cadreur. Cadreur, Oui. Donc, parce que sur les plateaux de tournage en général,
En plus de faire des mood boards, des storyboards, je travaille aussi, je cadre aussi. Lorsque par exemple, je suis en déplacement et lorsque je n'ai pas toute la logistique pour pouvoir capturer des moments pour des tournages de clips, je peux m'amuser à tourner des clips, à cadrer les clips. Pour ceux qui connaissent, par exemple, 0 et 1 des ténors, derrière le cadrage, je suis derrière. Okay. Voilà, donc, je suis également photographe à mes heures perdues parce que j'aime la photographie. Je suis un photographe paysagiste. Ouais, donc j'aime beaucoup la nature. Vu que je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, j'aime faire des photos. Je suis directeur artistique aussi. Donc, parce que je travaille sur que ce soit la DA photo, la DA vidéo, la DA studio. Parce que ce soit au niveau des top lines et que ce soit au niveau de l'orientation globale, le choix des musiques, le choix des studios, le choix des ingés. Et donc, derrière mon travail de management aussi permet aussi de pouvoir fédérer toutes ces énergies-là. Parce que même à côté d'être manager, vous savez, au Cameroun, le manager est celui-là qui s'est touché à tout. Le manager n'est pas seulement celui-là qui manage dans son sens propre, parce que manager vient du mot management qui est tiré d'un mot anglais qui veut dire administrer, gérer. Et donc, au Cameroun, par exemple, être manager au pays du cacao, c'est pouvoir avoir des aptitudes dans plusieurs tâches. C'est-à-dire que tu dois être community manager, tu dois être social media. On parle du cas d'Internet. Oui, donc, par exemple, donc, tu dois être capable de pouvoir être social media manager, c'est-à-dire que penser stratégie. Tu dois être community manager qui fait la veille, qui fait les posts, qui crée du contenu. Tu dois être modérateur. Tu dois être capable d'être bodyguard. Tu dois être capable de pouvoir être l'agent de l'artiste, donc booker aussi les dates, parce que être agent, booker, c'est un autre travail spécialisé. Mais au Cameroun, c'est important de pouvoir toi-même avoir les aptitudes de booker, d'agent, donc d'avoir un réseau de contacts important pour pouvoir caler les dates, monter les tournées, etc. En tout cas, merci d'avoir situé le contexte camerounais. Voilà, donc le contexte camerounais est assez complexe, donc ce qui fait que tu dois être capable même d'avoir des skills au niveau même du business légal, c'est-à-dire connaître le droit de la musique, savoir lire les contrats, savoir comprendre les contrats, savoir interpréter les contrats et où c'est important travailler en collaboration avec des avocats. Mais si tu n'as pas les moyens d'avoir des avocats, tu es obligé d'avoir des compétences. Donc, le manager aujourd'hui se retrouve à être quelqu'un là qui doit être capable d'avoir au moins une quinzaine de corps de métiers spécialisés qu'il maîtrise de bout en bout afin de pouvoir accompagner. Et donc, ce qui fait ça, c'est tout ça qui fait Tafis aujourd'hui. Celui-là qui a une certaine maîtrise. Je parle d'environ 24 à 25 corps de métiers spécialisés que je maîtrise avec la force du temps. Parce qu'en 15 ans de management au pays du cacao, donc tu as été obligé de pouvoir apprendre tout ça. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, tu es obligé de se documenter tous les jours et de se mettre à niveau. Ok, super. Mais pourquoi tu as quitté la musique pour devenir chroniqueur, ensuite manager d'artiste? Disons que je n'ai pas quitté la musique. La musique est toujours là. Je suis toujours dans l'environnement de la musique. Pourquoi tu as arrêté d'être musicien, d'être chanteur? Parce que je suis quelqu'un qui est autocritique et qui est un critique de feu. Je suis passionné par la musique depuis tout petit, comme tous les artistes, dans l'âme. Et je fais mes premiers pas en 2001 dans un label qu'on appelait à l'époque à Yaoundé Imperfect Records, qui n'existe plus malheureusement, et où j'apprenais l'écriture rap, où j'étais imprégné dans la culture hip-hop US et française. Et c'était la belle époque où on avait des stars au Cameroun qu'on appelait Accent Grave, Zomloa, Familia, etc. Et donc j'apprenais à comprendre l'univers de la musique et j'étais forgé à la dure, où pour toucher un micro, il fallait faire au moins 6 mois, 1 an d'apprentissage d'écriture, d'atelier d'écriture. Donc, c'était pas où tu as une inspiration à la maison, comme aujourd'hui, tout le monde a des home studios où il suffit que tu écrives un texte ou bien que tu griffonnes quelque chose le lendemain, parce que tu as l'argent, tu pars au studio. C'était pas pareil. Donc, tout n'était pas numérisé comme aujourd'hui. Et c'était assez difficile. Donc, j'ai été formé à la dure. Et donc, étant formé à la dure, j'avais un moral très critique parce que j'avais mes pairs autour de moi qui étaient très sensibles à ce que tu produis en termes de qualité. Et donc,
En travaillant, j'ai fait un superbe album qui est disponible aujourd'hui sur les plateformes après que j'ai retiré un moment. Ouais. Et je me disais, je ne suis pas l'artiste que je souhaite être parce que je me disais que je n'avais pas forcément le niveau requis pour prétendre faire carrière. Parce que je m'autocritiquais beaucoup. Je me disais non, j'écoute, c'est bien beau, mais je peux faire mieux. Mais je n'ai pas le temps de le faire ou je n'ai pas le temps de me consacrer pleinement à ça parce que être artiste, c'est un métier à plein temps. C'est un métier à plein temps, voilà. Et beaucoup prennent ça comme une passion parce que beaucoup, on demande parfois aux artistes que tu fais quoi dans la vie à part être artiste. Comme si être artiste est un saut métier. Non. Être artiste, c'est un vrai métier. C'est un travail où tu te lèves le matin, tu fais des vocalises, tu écris des textes, tu vas aux répétitions, tu vas au studio. C'est un travail. En tout cas, tu es occupé. Voilà, tu es très occupé et ça te prend. Et moi, je n'avais pas forcément beaucoup de temps. Et j'avais des contraintes familiales aussi où mes parents étaient très sévères. Et je remercie mes parents aujourd'hui. Ils souhaitaient vraiment que je pousse du côté des études. Voilà, donc ce qui fait que j'étais un peu... En même temps, je vivais une époque où j'étais joueur de baseball. Je faisais de la musique et j'étais encore au lycée. Donc ça avait un impact sur mes études. Entre mes entraînements de baseball, qui me prenaient 2-3 fois, où j'y allais 2-3 fois par semaine, où je devais aussi aller dans le label pour pouvoir apprendre à écrire des textes et à rapper. Et ensuite, aller à l'école. C'était chronophage. Donc, in fine, je me suis dit, comme je suis un perfectionniste et un jusqu'au-boutiste, je me suis dit, le temps, je n'ai pas le temps et je ne suis pas forcément le GOAT dans ce que je fais. Parce que moi, je n'aime pas faire les choses à moitié. Je me suis dit, et moi, j'ai aussi ce qu'on appelle le contact facile. Je sais me faire des amis, je sais me faire des relations, etc. Et vu que j'allais dans beaucoup de milieux, je voyageais beaucoup déjà, et je marchais beaucoup, je me suis dit, vu le volume de contacts que j'ai, à chaque fois on m'appelle toujours, on me dit, on t'a vu avec telle personne, est-ce que tu peux me donner le contact de telle personne? Est-ce que tu peux m'aider à rencontrer telle personne? Je me suis dit que, en fait, au lieu de forcer de faire de la musique, faut plutôt être... je peux, par exemple, m'orienter, être toujours dans la musique, mais apporter des solutions et me positionner comme un solutionneur. Donc, ce qui fait que, et donc, avant d'arrêter, je me suis dit, il fallait au moins que je laisse une trace de mon passage dans la musique en livrant un album, en se disant que je n'ai pas forcément été médiocre. J'ai aimé quelque chose, mais je peux faire mieux ailleurs. Donc, on appelle ça l'honnêteté morale et intellectuelle. Je me suis dit, à un moment donné, il faudrait que je passe à autre chose. Mais vu que j'aime beaucoup la musique et ce que je peux apporter, ma contribution à la musique, je peux être plus performant dans d'autres domaines qui est le management. Et c'est comme ça que lorsque je sors l'album, 3 mois après, je décide d'arrêter en tant qu'interprète. Mais je continue toujours à être auteur et compositeur parce que c'est 3 métiers totalement différents. D'accord. Mais c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées dans tes débuts en tant que manager d'artiste? Alors, la difficulté a été, premièrement, de faire comprendre aux gens que être manager d'artiste, c'est un métier comme être artiste. Parce que lorsque tu es dans un pays comme le Cameroun qui n'a pas encore de statut pour l'artiste, c'est difficile pour un artiste déjà de pouvoir défendre ses propres intérêts. Et donc, si derrière, l'artiste a un métier qui bat de l'aile, combien de fois celui du manager? Pourtant, dans la fonction du manager, le rôle du manager, il a un rôle de représentativité. Il est là, dans ses missions, c'est de protéger l'artiste. C'est de pouvoir accompagner et travailler sur la carrière, construire la carrière d'un artiste donc apporter une touche professionnelle à la vision que l'artiste veut implémenter dans sa carrière. Donc, on manage un projet. On manage un projet d'entreprise. On manage un projet. Et un artiste, c'est une entreprise. Et donc, les difficultés, c'était déjà au niveau légal, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2025, il n'y a pas de statut de l'artiste au Cameroun, malheureusement. Et les difficultés étaient d'ordre structurel, parce que ça dit que l'environnement musical au Cameroun est chaotique, à tout point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de financement. Il n'y a pas un marché de la musique. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas encore parler d'industrie de la musique au Cameroun. Pourquoi? Parce que dans ce qu'on appelle industrie de la musique, il y a ce qu'on appelle les intrants. C'est-à-dire que, tu sais, il y a l'artiste, il y a le studio. Il fabrique l'œuvre. Tu as la musique, tu as le clip. Tu le vends où? Il y a quel point de vente de support musicaux camerounais? Il n'y en a aucun spécialisé.
Il n'y en a pas. Wow. Donc, ce qui fait que c'est comme si tu as demandé à une maman d'aller cultiver la tomate, mais il n'y a pas de marché d'une fundi, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. Ouais. Et donc, il y a un problème. Donc, l'environnement ne permet pas aujourd'hui de pouvoir permettre à ce que qu'on parle d'industrialisation, et je m'explique encore pour aller même un peu plus loin. Le problème est à la limite politique, et je reviendrai dessus. Et donc, c'est-à-dire que tu sais ce que tu dépenses pour faire de la musique, mais tu ne sais pas comment vendre. Et à tous les niveaux, que ce soit au niveau des supports physiques, première des choses, que ce soit au niveau d'Internet, par exemple. Ouais. Au Cameroun, nous sommes en 2025, toutes les vues YouTube générées à partir du Cameroun te génèrent 0 francs CFA. Oui, 0, oui. Voilà. Donc, ce qui fait que même sur YouTube, tu peux avoir 1 million de vues venant du Cameroun, ça ne te génère rien du tout. 0, oui. Voilà, malheureusement. Et maintenant, c'est difficile aussi de vendre même en ligne aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la connexion Internet coûte excessivement cher pour le Camerounais moyen. 2 gigas d'Internet te coûte 1,50 €. 1,50 € par jour pour 2 gigas d'Internet. Ah ouais. Qui ne te font pas 24 heures de base. Qui ne sont peut-être pas de bonne qualité. De bonne qualité. Et donc, ce qui fait que c'est difficile pour pour un pays dont le SMIC avoisine les 50 €, de se dire qu'il peut mettre 50 ou 60 € de budget seulement pour Internet pour aller consommer des projets musicaux. Très difficile. Oui. Et au-delà d'Internet, il faut maintenant acheter ces produits. Donc aujourd'hui, pour la population moyenne au Cameroun, la musique devient un produit de consommation de luxe, au même titre que le parfum Dior, sans publicité, etc. Donc il faudrait que les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, consommer de la musique au Cameroun, c'est un luxe. Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher de produire de la musique. Ça coûte cher d'acheter de la musique. Et vu que l'environnement même n'est pas subventionné, n'est pas financé, n'est pas accompagné. On n'accorde pas les crédits bancaires au Cameroun pour produire de la musique. Parce que tu ne peux pas faire de business plan pour pouvoir fabriquer un produit musical, sinon tu pars en prison. Ah ouais. Oui, parce que lorsque tu montes un business plan, tu dois montrer tes dépenses et tu dois montrer la rentabilité sur N+1, N+2, N+3. Exactement. Mais comment est-ce que tu vas monter un plan de rentabilité s'il n'y a pas de marché, s'il n'y a pas les points d'achoppement? Qui va consommer, en fait. Si tu ne sais même pas où tu vas aller vendre. Oui, c'est compliqué. Voilà, parce qu'aujourd'hui, en France, par exemple, on a la FNAC. Ouais. Il y a des FNAC dans chaque arrondissement. Quasiment dans chaque quartier, il y a des points relais où tu peux acheter des supports physiques. Mais au Cameroun, tu les achètes où? Il y a 3 ans, par exemple, j'ai fait une étude avec un label qu'on appelle Bodbinama Record International, où j'ai fait le tour du Cameroun pour identifier les points de vente physique des supports originaux d'artistes. Il n'y en avait pas. Le seul qui existait à Douala est devenu un bar à la rue de la Joie d'Edo. Ils vendent plus de bières que les CD originaux. C'est compliqué. Dans une ville cosmopolite de 3 millions d'habitants comme Douala, tu vas acheter un support original, tu ne sais pas. Oui. Voilà, c'est compliqué. Et donc, comment donc demander maintenant aux gens d'aller sur Internet, vu que la connexion coûte cher, utiliser l'argent de ration pour acheter un album, c'est compliqué. Très compliqué. Bon, parce qu'un album te coûte en moyenne 15 €. C'est 10 000 francs CFA. Quelqu'un va te dire, avec 10 000 francs CFA, il rationne une semaine à la maison. Donc, c'est soit décider de faire une semaine sans manger à la maison. Pour écouter de la musique. Pour acheter, ou à défaut, le mettre sur un ticket de concert ou un album. C'est compliqué. Donc, le pouvoir d'achat est un réel facteur structurel qui ralentit l'industrie. Donc, le pouvoir d'achat, la connexion Internet et maintenant et les débouchés des produits de divertissement qui sont exécrables. Et au-delà même de ça, lorsque un artiste, par exemple, ne sait pas où vendre ses CD, mais se bat à faire la promotion sur Internet et tout ce qui va avec, et qu'il veut faire un concert, il fait le concert où? Le Cameroun n'a pas de salle de spectacle de plus de 1000 places. On a quelques salles comme l'Institut français qui prend 200 places, on a 180 places à Yaoundé, 230 places à Douala, 230 places à Yaoundé et 180 places à Douala. On a le canal Olympia, celui de Yaoundé a été rétrocédé à l'État du Cameroun il y a quelques jours. Mais ce n'est pas des lieux dédiés à la musique ou conçus pour la musique. Dans le Cameroun, aujourd'hui, n'a pas de salle de spectacle pour la musique.
la Parce qu'il y a des danse. conseils comme je pense au Palais des Sports. Le Palais des Sports, Ouais. on parle du Palais des Sports. Ouais, C'est qui un est pas stade, spécifique, c'est un terrain de basket et de handball. Ouais. Et donc, si donc tu veux faire de la musique et tu veux faire des concerts, tu le fais où? Obligé de s'adapter en 2025 pour pouvoir trouver des espaces d'expression artistique pour la diffusion de la musique. C'est compliqué. Donc, le problème est systémique et systématique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un ministère de la culture qui a moins de 6 milliards de budget et qui n'est pas capable aujourd'hui de pouvoir financer des projets, d'accompagner les artistes. Et c'est compliqué. Ouais. Ce qui fait donc que pour ceux donc, qui font de la musique aujourd'hui au Cameroun, on va dire qu'ils sont extrêmement courageux. Extrêmement courageux. Surtout qu'on sait que dans le contexte que l'on connaît, il faut savoir qu'aucune nation dans le monde n'a été numéro 1 économiquement sans avoir été numéro 1 culturellement. Donc, le succès économique d'une nation dépend fortement de sa force culturelle. Je m'explique. En Chine, on appelait leur révolution a été appelée quoi? La révolution culturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des États-Unis, avant de parler des armes, on parle de quoi? De leur cinéma, de leur musique. On connaît plus Beyoncé, Rihanna, Jay-Z que leur chef d'État, plus que leur milliardaire même. Ils exportent la culture américaine. On exporte la culture américaine à travers quoi? À travers la musique et le cinéma. Ouais. Tout le monde veut voir la statue de la liberté. Pourquoi? Parce qu'on voit ça dans les films à New York, etc. Parce qu'ils l'ont bien vendu. Chaque jeune Camerounais connaît toutes les grandes villes américaines. Sans jamais y aller. Sans jamais y aller. C'est la culture. Comment dire ça? La conquête européenne sur les terres africaines a été culturelle parce qu'on a d'abord envoyé les prêtres et les pasteurs pour apporter la bonne nouvelle, pour apporter la langue et la religion. C'est culturel. Aujourd'hui, il n'y a aucune nation qui grandit sans avoir sa culture. Et c'est pareil pour la Chine. La Chine s'est exportée en Afrique à travers quoi? À travers son cinéma. Et dans son cinéma, elle a vendu quoi? Elle a vendu sa cuisine. Elle a vendu ses arts martiaux. Oui. C'est pareil pour l'Inde. L'Inde, qui est aujourd'hui une grande puissance, on l'a connue à travers Bollywood. À un moment donné, tous les jeunes africains connaissaient les chansons indiennes, même jusqu'aux paroles, sans savoir même ce que ça signifie. Voilà. Donc, et aujourd'hui, le Cameroun vend quoi? Pour pouvoir se positionner. Et là, je suis très loin. C'est-à-dire qu'à côté de nous, quand tu vois le Nigeria, ou la Côte d'Ivoire, le Nigeria, avant de devenir première puissance en Afrique, devant l'Afrique du Sud, elle vendait quoi au début des années 2000? Elle vendait Agatha Moses, elle vendait Danfo Driver. Après, elle vendait son cinéma nollywoodien, qui est devenu aujourd'hui une puissance économique dans le cinéma mondial. Donc, la culture Naïdja est devenue une puissance économique par la suite parce qu'elle a d'abord vendu sa culture. D'accord. Et pour vendre la culture d'une nation, il faut une réelle volonté politique. Il faudrait qu'on puisse comprendre que les enjeux culturels aujourd'hui font partie d'une stratégie géopolitique plus grande. Et parce qu'aucune nation ne s'affirme dans le monde si culturellement elle n'est pas puissante, si elle n'est pas forte, s'il n'y a pas des marqueurs. Parce qu'aujourd'hui, on connaît plus Samuel Eto'o ou Manu Dibango que n'importe quel milliardaire au Cameroun. Donc, il faudrait donc comprendre que c'est à partir de ça qu'il y a le déclic qu'on puisse mettre. Et parce que connaître un pays à travers ses ambassadeurs culturels, c'est de pouvoir aussi avoir des leviers, par exemple, pour créer une dynamique qui permet à ce que les gens veulent aller savoir quel est le village, par exemple, de Kylian Mbappé, d'où vient son père, parce qu'ils veulent aller voir, il est savoir, apparemment, il y a le Ngondo là-bas, etc. Donc, ce sont des marqueurs qui permettent de pouvoir créer de la valeur ajoutée, créer, n'est-ce pas, des devises dans le pays. C'est à travers la culture. Je pense qu'on pourra revenir sur le sujet parce qu'il y a une très grosse polémique là-dessus, sur le fait que les Africains dansent trop et tout. Mais toi, en tant que manager, comment est-ce que tu as fait pour t'en sortir, on va dire aujourd'hui, malgré l'environnement qui est hyper compliqué? Disons que rien de la vie ne se fait sans passion. Il faut d'abord être passionné. Il faut être passionné et il faut être patient. Je suis quelqu'un qui est profondément passionné. J'aime la culture. J'aime le Cameroun. J'aime les artistes. J'aime créer avec les artistes. Je suis un artiste dans l'âme. Et donc, c'est déjà la passion qui m'a motivé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la patience. C'est-à-dire que Rome ne s'est pas construit en un jour. C'est pierre sur pierre,
qu'on a une montagne de pierres. Donc, c'est déjà inspirer les jeunes à se dire que pour être le tafis que vous avez aujourd'hui, c'est 15 ans de métier de management. Je ne roulais pas forcément en 4x4 comme aujourd'hui. Je marchais à pied, je transpirais. J'ai appris par la force de l'expérience sur le terrain et en écoutant mes aînés au quotidien. Et ça m'a permis de pouvoir apprendre, comprendre, expérimenter. Et parce qu'il y a la passion, il y a la patience et il y a l'apprentissage continu. On apprend tous les jours. Et parce que le monde évolue, il faut apprendre. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Dans tous les domaines. Voilà, dans tous les domaines. Il y a, je veux dire quoi, il y a 10-15 ans, quand on parlait d'Internet ou de Facebook même, aux animateurs radio et télé, ils disaient que vous les gens d'Internet, les Facebook, là. Aujourd'hui, tout le monde s'est arrimé. Donc, il faut toujours avoir, ne pas louper le coche de s'adapter au changement et à l'évolution. Et ce qui fait donc que ça m'a pris du temps. Et maintenant, il y a la foi. En ce que tu fais. La foi en ce que je fais. Parce qu'il faut avoir une foi inébranlable. C'est comme la foi de quelqu'un qui croit en Dieu. Il croit sans le voir, mais il sait que ce que je fais là, quoi que vous fassiez dans la vie, faites le bien. Ça, c'est un matin de technique. Donc, si à chaque fois, et mon père me l'a toujours dit, nous répétait, père son âme, que dans la vie, non. Lorsque tu veux faire quelque chose, fais-le bien. Fais-le tellement bien que les gens, même si tu détestes, seront obligés de composer avec toi parce que tu seras le seul qui fait le mieux. Et parce qu'on a toujours besoin des gens qui font bien. C'est sûr. Voilà. Donc, il faut toujours t'arranger à bien faire. Il faut toujours t'arranger à être exemplaire. Il faut toujours t'arranger à être élitiste. Il faut toujours t'arranger à avoir des produits ou des projets de qualité. Et donc, comme j'étais aussi exigeant vis-à-vis de moi-même, c'est comme ça que j'étais exigeant vis-à-vis de mes artistes, par exemple. Une anecdote, par exemple, lorsque je commence à développer Ténor, qui est un artiste que j'ai développé, il va se reconnaître dans cette anecdote. Je disais que moi, mes artistes doivent être les plus forts, les plus performants. Qu'est-ce que je faisais? Je l'amenais dans un stade de football à l'époque, avant qu'on ne construise des logements là-bas. Il y avait un stade à Emanapon qu'on appelait le stade de la CNPS. En plein 13 heures, je m'asseyais au milieu des gradins. Je le mettais au milieu du stade. Je disais que tu dois rapper tellement puissamment que moi, assis au gradin, je vais t'écouter, mais sans crier. Tu n'as pas crié. Oui. Donc, tu dois avoir une voix fort, mais sans crier. Oui, sans crier. Donc, tu dois avoir une voix puissante, tu vois un peu, que je dois la ressentir de loin, sans micro, sans haut-parleur. Mais ça n'a pas du bruit. Tu ne dois pas crier. Voilà. Donc, j'étais tellement exigeant. Et il me disait que si tu arrives à le faire sans micro, au milieu d'un stade, le jour où tu prends le micro pour rapper, ta voix va faire trembler tout le monde. Voilà. Et ce niveau d'entraînement de champion que j'impose à mes artistes et que je m'impose à moi-même, en me disant que 24 heures est insuffisant pour une journée. Et que tu dors, ta vie dort. Ça, c'est clair. Voilà, donc il faut travailler. Et moi, j'ai pris l'habitude de me coucher à 6 heures du matin, de me réveiller à 10 heures, d'avoir 4-5 heures de sommeil par jour, en me disant que il y a des choses à faire, il faut que j'apprenne, il faut que je lise, il faut que je comprenne comment ça se passe, il faudrait que je puisse m'adapter, il faudrait que je puisse chercher, il faudrait que je puisse... Et c'est comme ça que j'ai investi beaucoup dans les voyages, beaucoup dans les actions de relations publiques, parce qu'il faut rencontrer des gens, il faut dîner avec des gens, il faut échanger avec les gens, il faut parler avec les gens, parce que le métier de manager, c'est essentiellement le contact, les relations, et aussi l'image. Pour être crédible, il faut avoir une bonne image. Et aussi un conseil aussi que je donne aussi à beaucoup de managers, jeunes managers, je leur dis toujours, il faudrait avoir un raisonnement orienté solution. Il faut être un solutionneur. Il ne faudrait pas que vous preniez... Parce qu'on a toujours l'habitude de dire que le manager, c'est le numéro de téléphone. D'accord. Mais c'est facile d'avoir le numéro de téléphone de quelqu'un. Mais c'est difficile de discuter avec ce numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que il ne faudrait pas que les gens aient ton numéro comme un numéro qui sonne problème. Mais il faudrait que les gens aient ton numéro dans leur téléphone qui sonne comme solution. Donc, il faudrait que les gens, lorsqu'ils pensent à toi, ils savent que non, le petit, là, il peut m'aider à faire telle chose. Il faudrait que lorsque ton téléphone sonne, on dit que ah oui, je voulais t'appeler, tu sais, j'aime tel problème là. Mais par contre, si ton téléphone sonne toujours, on dit que le petit, là, il va encore m'embrouiller, il va encore me déranger. Là, tu seras indésirable. Donc, je te dis que à quoi est-ce que je peux servir? À quoi est-ce que je peux connecter? Et parce que c'est ça le travail du manager, connecter, apporter des solutions. Donc, tous les jours, quand je dors et je me réveille, je me dis, je peux servir à quoi? À qui? Comment? Et c'est comme ça que
tous les jours. Très avancé. Voilà. Donc, on peut dire que ta fille s'en sort en tant que manager d'artiste. Sans sortir, on m'a dit, je vous dis qu'on est toujours dans le système D. Hein. On travaille. Ouais. C'est pas évident. Vu que c'est un métier qui est, on m'a dit quoi, c'est une profession libérale. Ouais. Voilà, elle n'est pas de tout repos, il n'y a pas un salaire que tu attends à la fin du mois. Exactement. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Voilà, donc donc on m'a dit, tu es au charbon, tu es tous les jours. Ton propre Voilà, patron. tu es ton propre patron. Donc, tu dis que si tu ne travailles pas ce mois-ci, le bailleur ne va pas dire que non, comme tu es le grand manager, tu ne payes pas le loyer. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que ce sont des revenus en dents d'ici Ouais. qui peuvent être très confortables en saison haute Mm. et qui peuvent aussi être très difficiles en saison basse. Mais qui, lorsque tu travailles bien, elles nourrissent son homme. D'accord. Si on parlait un peu de ton parcours académique, qu'est-ce que tu as fait comme études? Est-ce que dans tes études, il y a eu un gros lien avec la musique, le management d'artistes aussi? Disons que j'ai eu un parcours académique assez complexe. Explique-nous. Parce que j'ai le baccalauréat en 2005, donc ça fait 20 ans aujourd'hui. Ouais. Ça fait 20 ans que j'ai eu le baccalauréat. Je m'inscris à Ngoekele. Mon matricule, c'est 05 R128. Pour la précision. Pour la précision. Et la filière Sciences de la Terre, ST, à l'époque. Ça a changé le nom aujourd'hui. Ouais. Et parce que j'ai écouté les conseils de mon père, qui voulait que je sois ingénieur agronome comme lui. Mm. Donc, il voulait que je fasse, que j'ai une licence en ST, et puis je fasse le concours de la phase de Chang pour sortir ingénieur. Mm. Et après 1 an, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que pour moi, à chaque fois que j'entrais au campus, j'avais des violents maux de tête. Et je n'allais même pas composer, en fait. Parce que je me disais que je ne me retrouvais pas. Dans le milieu. Et donc, c'est le même problème que beaucoup de jeunes ont au Cameroun, le problème d'orientation scolaire. Où parfois, lorsqu'on a le bac, on ne sait pas exactement ce qu'on a fait en faculté. On ne sait pas précisément ce qu'on veut faire dans la vie active. Et donc, l'année qui suit, je jongle entre Ngoekele, je veux aussi m'inscrire à SOA. Ouais. Pourquoi est-ce que je veux m'inscrire à SOA? Parce que beaucoup de mes amis du lycée sont à SOA et à chaque fois, je vois toujours des photos et des vidéos où c'est la bonne ambiance, la bonne vibe. Tout se passe bien. Tout se passe bien et tout. Je me dis que non, il faudrait aussi que j'aille à SOA retrouver mes amis. Ouais. Matricule 06 E911. J'ai fait sciences économiques. Et là, je suis en train de jongler entre les deux facultés, Ngoekele et SOA. Ouais. Après, je me dis, je vais en fac pour mon père ou pour mes amis. À quel moment je vais en fac pour moi-même? Et là, il y a des points cardinaux que je me suis fixé dans ma vie en me disant, dans la vie, il faut savoir ce que tu veux faire, ce que tu aimes faire et ce que tu peux faire. Parce que tu peux aimer quelque chose, mais tu ne peux pas faire cette chose-là. Ça, c'est clair. Non. Ouais. Et donc, il faut savoir se poser des questions essentielles. Ouais. Et là, à un moment donné, monsieur là, assis, je me suis dit, à un moment donné, est-ce que j'aime la science de la Terre? Est-ce que j'aime la chimie et tout ça, etc. Est-ce que même intellectuellement, je suis prédisposé à comprendre ça? Ou alors, est-ce que je vais en sciences économiques parce que je dois faire plaisir à mes amis, être ensemble, etc. Ou alors, est-ce que je dois faire quelque chose dont je suis passionné et que je comprends et que je maîtrise? C'est donc là, je me suis dit, ah non, il faut que j'arrête. Je me suis ressaisi, je suis allé m'inscrire dans une école privée qu'on appelle l'Institut supérieur Scientou, où j'ai fait un BTS en communication. D'accord. Des organisations. Ensuite, j'ai fait une licence en communication et relations publiques. Une licence pro. Ouais. Et après, je me suis dit, ah tiens, là maintenant, la communication, c'est mon domaine de prédilection et ça rapproche un peu avec ce que je fais dans l'événementiel. Tu as très bien ressenti que ça donnait. J'ai ressenti qu'en fait, c'était ce pourquoi j'étais prédestiné. Tu vois un peu? Ouais. Et là, je me suis dit, ah tiens, là maintenant, vu que j'ai l'expérience sur le terrain, avec l'école que j'ai fait, j'ai maintenant l'expérience académique. Ouais. Donc, sans dissocier le fond de la forme, je me retrouve à être un professionnel des métiers de la communication et des relations publiques, associé maintenant au management des hommes, au management d'entreprise, au management des équipes sur le terrain. Ouais. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, et donc, à l'issue de cette formation, je lance mon entreprise qui s'appelle Nuevo Mundo Africa. Pardon? Nuevo Mundo Africa. Ok. Voilà, qui fait dans la production, le management et les relations publiques, les relations presse, etc. Ouais. Et donc,
Et c'était donc en réelle cohérence avec mon parcours académique et ma passion sur le terrain qui se sont retrouvés. Et donc aujourd'hui, par exemple, je suis en train de faire un Master 2 que je n'ai pas encore terminé. Ah ouais? Ouais, à la Sorbonne. En direction des projets culturels. Voilà, que je suis en train de travailler dessus. Je suis en train de travailler sur le dossier en ce moment. Et voilà quoi. Donc, pour rester en cohérence. Et pourquoi pas faire un doctorat plus tard. Voilà, donc, mais parce que, comme on dit, l'école ne finit pas. L'école ne finit pas, oui. Voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment passionnant. Pour moi, c'est resté dans une logique d'apprentissage continu. Je dis qu'il faudrait apprendre, comprendre, découvrir, partager et être toujours une solution aux problèmes que tu rencontres au quotidien. D'accord. Du coup, l'expérience que tu as aujourd'hui, elle vient plus du terrain ou de l'école? Disons que 3 ans d'études en fac, 15 ans d'aptitude de pratique en continu sur le terrain. Et à côté de ça, tu ajoutes 9 ans de métier d'artiste ajouté à ça. Pour dire que... ajouté à ça, tu ajoutes par exemple une vie parallèle que j'ai eue. Je lui ai dit, je joue au baseball, où j'ai été 3 fois champion de Cameroun et 3 fois vainqueur de coupe de baseball. Avec le club Yaoundé Tigers Baseball Club. En quelle année ça? C'était des années entre 2001 et 2004. Voilà, donc on a fait 3 années de succès phénoménal avec mon club de baseball. Wow. 3 fois champion de Cameroun. Et après, j'ai fait une formation comme entraîneur national de niveau 1. Et après, comme j'étais très IT aussi, déjà, il faut savoir que j'ai créé ma première boîte email que j'utilise aujourd'hui, Yahoo. Je l'ai créée lors d'une... on appelle ça quoi là, les semaines de séances ouvertes là, à l'IAI. L'IAI venait d'ouvrir son campus au Cameroun et ils apprenaient, donc, pour faire découvrir les métiers de la tech aux jeunes, les gens qui ne maîtrisaient, ils n'avaient jamais vu Internet. C'est là-bas que j'ai créé ma première adresse email. Et donc, j'étais très fan d'Internet, très geek. Voilà. Donc, en jouant au baseball, j'ai découvert les blogs. Et donc, moi, je suis devenu le blogueur et joueur de mon club. Ce qui fait donc que pendant les matchs, entre 2-3 séries, je faisais des photos, je faisais le résumé du match, je mettais sur le blog. Wow. Et donc, c'est comme ça donc, une fois, le président de la fédération, père son âme, M. Sonny Winslow Abi, on l'a interpellé dans un aéroport. On lui dit, mais on voit votre fédération au Cameroun, ça bouge. Hein. On reçoit des newsletters d'un jeune là, d'un club, voilà, un club qui fait le résumé de ce qui se passe en termes de baseball chez vous. Et il revient au Cameroun, il dit, cherchez-moi la personne qui fait tout ça. Voilà. Et c'est comme ça que, à 18 ans, je me retrouve à la fédération comme assistant du secrétariat général. Et l'année qui suit, à 19 ans, je me retrouve être le secrétaire général adjoint de la fédération. Et à 21 ans, je me retrouve être le directeur de la communication de la Confédération africaine de baseball et de softball. Wow. Très bien. Voilà, donc je me retrouve donc à jumeler ma passion pour l'art, le sport, l'administration du sport et l'olympisme. Parce que là je n'étais plus seulement dans le sport, j'étais aussi dans l'olympisme parce que M. Sonnet était le directeur exécutif de l'ACNOA, Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Je travaillais avec lui dans son cabinet aussi, comme il était président de la Fédération camerounaise de baseball et de softball. C'est vraiment tout un univers encore autre. Qui est assez complexe. Parce que pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est aussi important de savoir, il faut savoir que l'univers sportif olympique se compose comment? Les gens ne le savent pas. C'est comme des cellules. La base d'une cellule, c'est quoi? C'est l'athlète ou le joueur. Le joueur évolue auprès d'une association sportive qu'on appelle en général club. Un club sportif ou une association sportive. Les associations sportives sont réunies autour de ce qu'on appelle une fédération. Et les fédérations sont réunies autour de ce qu'on appelle les comités nationaux olympiques. Au Cameroun, le CNO s'appelle le Comité national olympique et sportif du Cameroun, avec comme président le colonel Kakaba Malbon. Et donc, chaque pays en Afrique et de chaque continent a un CNO. Chaque continent, donc, pour le cas de l'Afrique, l'Afrique a comme organisation l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Et donc, il y a comme ça dans chaque continent. Et donc, tous les continents sont reliés auprès d'une structure qu'on appelle
l'ACNO. L'ACNO, c'est l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, l'association des comités nationaux olympiques qui réunit tous les comités olympiques de tous les continents. Et au-dessus, il y a la solidarité olympique. Wow. Au-dessus, il y a le comité international olympique qui organise les Jeux olympiques et qui est l'organe suprême du sport dans le monde. D'accord. Très structuré en tout cas. Voilà, c'est très... Ouais. Alors, si je te demandais, c'est quoi la réelle différence entre un manager et un producteur? Je pense que beaucoup ne le savent pas. Oui, il faut savoir qu'un producteur, Ouais. c'est celui qui finance un projet artistique. D'accord. Donc, de façon très basique. Mm. Toi, tu tu mets peux... l'argent. Donc, si tu as tes 1500 euros Ouais. et que tu envoies un artiste au studio, tu payes l'assistant studio, Ouais. tu payes son clip, tu payes sa pochette, tu es son producteur. Full D'accord. stop. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir des skills ou des compétences à connaître. Celui qui a besoin de connaître comment j'utilise tes 1500 euros, c'est le producteur exécutif à qui tu confies l'argent de pouvoir manager le financement du projet artistique. D'accord. Donc, le producteur est là pour produire un projet et il devient propriétaire des bandes master. Bandmaster. Les bandes master, c'est-à-dire que l'œuvre, lorsqu'un artiste fixe une œuvre, donc ses paroles sur une musique, en studio, et que c'est toi qui as payé, tu deviens le propriétaire de cette voix et de cette musique. Ah, wow. Pendant minimum 50 ans, s'il a exploité 70 ans, et après, elle entre dans le domaine public. C'est valable en France, au Cameroun, dans tous les pays. Ce sont des lois universelles. D'accord. Donc, le producteur est là pour défendre les intérêts de son label, donc pour dire de son argent. Ouais. C'est un investisseur en tout cas. C'est un investisseur. Ouais. Donc, il a investi de l'argent pour produire un projet. Et le manager est là pour défendre les intérêts de l'artiste. De l'artiste. Parce que, vu qu'on dit, shout out à Pete Bacardi a dit, la musique, ce n'est pas le business de tomate. D'accord. Ouais. Le producteur est là pour te douiller le maximum possible, pour manger le plus d'argent possible sur toi. Parce que c'est un business. Et donc, pour te protéger donc, des producteurs véreux, le manager est donc là pour faire à ce que tu aies le contrat d'artiste le plus juste possible et défendre tes intérêts. D'accord. Donc, le producteur est là pour protéger ses intérêts dans son label et le manager est là pour protéger les intérêts de son artiste. Le manager a ce qu'on appelle un contrat de représentativité. Il est là pour représenter les intérêts de l'artiste. Il est là pour administrer et gérer sa carrière. Donc, parce que le rapport qui lie un manager et un artiste, c'est un contrat de représentativité qui permet à ce que l'artiste recrute quelqu'un. C'est l'artiste qui recrute un manager. Il recrute un manager pour le commander, entre guillemets, pour être son patron. Parce que l'artiste ne doit pas prendre une décision sans l'aval de son manager. Mais c'est l'artiste qui paye son manager. Donc, il estime que le manager a les compétences pour l'orienter et pour l'aider à prendre des bonnes décisions pour sa carrière. Donc, le manager sera toujours du côté de l'artiste et le producteur du côté du label. D'accord. Est-ce que c'est possible du coup d'être manager et producteur? Ce n'est pas possible d'être producteur et manager parce que tu ne peux pas être juge et parti. Tu ne peux pas protéger un artiste et le défendre, protéger ton label et défendre l'artiste. D'accord. Et donc, comme dans notre environnement en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? Vu que investir de l'argent dans la musique, c'est un métier très à risque, qu'est-ce qu'on fait en général? C'est quoi? C'est que c'est la personne morale qui est ton entreprise qui signe l'artiste en production. Et c'est toi, en tant que personne physique, qui signe l'artiste en management. D'accord. Tu vois? C'est assez malsain, j'avoue. Mais c'est l'une des solutions que certains ont trouvées pour pouvoir protéger leurs investissements. Parce que c'est compliqué de te dire que tu vas mettre... Je dis aux gens que tu mets 50 millions de francs CFA dans notre environnement pour le pays, tu perds de l'argent, tu pars en prison. Et voilà pourquoi est-ce que notre environnement, en général, a créé des monstres où on dit qu'en général, que tel producteur est malhonnête ou tel manager est malhonnête. Non, c'est l'environnement qui ne te permet pas, qui permet même au plus sain des sains, à force de jongler avec le système D, se retrouver être endettés ou à prendre des décisions qui le mettent dans des problèmes. Et après, ils sont qualifiés de malhonnêtes. C'est compliqué. Parce que investir dans la musique, ça coûte cher. Faire un bon clip, faire un bon son au Cameroun, ça te coûte 500 000. Minimum. Un bon son. C'est-à-dire que c'est son studio, live, guitare, etc. Mixé, masterisé. Minimum 500 000. Faire un bon clip, ça va te coûter dans les 2 millions. Wow. Un clip, un son.
2,5 millions. Et le clip s'est tourné dans... Et quand il dit le clip, c'est le cachet du réalisateur, la location des sites de tournage, Ouais. Les figurants, les tenues, le maquillage, D'accord, coiffure, ouais. etc. Minimum 2 millions, minimum. Et maintenant, à côté de ça, il faut se dire que si tu dépenses 2,5 millions pour produire une musique et faire son clip, tu vas dépenser environ en moyenne 3 fois plus pour faire la promo. Donc, pour avoir un projet solide, clip, vidéo, promo, Communication, oui. il te faut minimum 10 millions de francs CFA. 15 000 euros dans notre environnement au pays. Oui. Parce qu'ici en France, pour développer un artiste, il te faut minimum 200 000 euros. Minimum. 200 000 euros. Euros. En France, ouais. Pour développer un artiste. Bon, ça c'est pas qu'une seule musique, mais c'est l'artiste. Oui, pour développer l'artiste sur 2-3 ans. 2-3 ans. Il faut minimalement mettre 200 000 euros. Et donc, au Cameroun, pour faire un single, il faut minimum de bonne qualité, de haute facture, compétitive avec la promo qu'il faut faut minimum 10 millions de francs CFA. Et donc, si tu es dans un environnement où tu as 10 millions de francs CFA et que la musique ne marche pas, il faut se dire qu'il faudra activer minimum 4 fois à l'année. Minimum 4 fois à l'année. Parce que si tu fais 3 mois sans prise de parole, la prise de parole, c'est la sortie d'un projet. Oui. Si tu fais 3 mois sans sortir un nouveau projet, on va t'oublier. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a minimum 100 000 chansons qui sortent chaque jour dans le monde. Il y a minimum 100 000 chansons qui sortent chaque jour dans le monde. Pour un public. Et donc, ces 100 000 chansons-là, pour un public de 7 milliards d'habitants, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler seulement du Cameroun. C'est tout quand ça sort sur iTunes, ça sort au même titre que tous les sons qui sont produits à New York, en Chine, etc. Donc, ces 100 000 chansons qui sortent chaque jour, pour 7 milliards d'habitants, si tu fais 3 mois sans sortir des chansons, calcule 100 000 chansons par jour sur 3 mois. C'est facile d'oublier. Ouais, et Dieu seul sait le nombre de buzz qu'il y a sur les réseaux qui sortent tous les jours. Ouais. Voilà. Et donc, si tu décides d'avoir 4 prises de parole avec le même niveau de promotion, il faut donc penser minimum à 40 millions sur l'année pour produire. Wow. Et donc, si tu te souviens de ce que je t'ai dit au début, l'environnement, le système. que tu vas sortir le projet, tu ne comptes pas sur les vues sur YouTube pour amortir les vidéos. Monétiser, ouais. Voilà. Ne compte pas sur les gens au Cameroun pour aller streamer sur les plateformes de streaming. Ouais. Ne compte pas sur les gens au pays pour aller acheter les CD parce qu'il n'y en a pas. Voilà, parce qu'il n'y en a pas. Il y a pas. Et donc, tu vois. Donc, c'est énorme. Voilà. Il faut être très courageux pour produire de la musique. Ouais. Mais du coup, en toute franchise, qu'est-ce qu'un producteur voit en un artiste pour s'intéresser à lui et décider de le produire? C'est d'abord la passion. Tu ne peux pas produire la musique au Cameroun sans être passionné. Envers un artiste. C'est-à-dire qu'en général, les producteurs au Cameroun sont des fous. Moi, je suis un fou. Ok. Oui, j'avoue. Parce que pour produire un artiste au Cameroun, dans l'environnement qu'on connaît, il faut être fou. En te disant qu'il y a de fortes chances que tu perdes de l'argent, que tu perdes tes économies, que tu perdes l'argent de ton mariage, que tu as cotisé pour te marier avec, que tu as cotisé pour envoyer tes enfants à l'école. Mais pas juste par passion ou par on va dire quoi, c'est la passion. D'accord. Mais on va dire, dans un environnement où il y a plusieurs jeunes qui se battent, je parle bien de la sélectivité. Comment tu fais pour tu te dis, ok, celui-ci m'intéresse bien, j'ai envie de miser sur lui et pas celui-ci. Bon, moi, par exemple, je vais te prendre un exemple tout bête. Je suis un manager à succès, d'après ce qu'on dit. Ouais. Et forcément, je reçois beaucoup de gens qui m'écrivent tous les jours. Je prends parfois la peine de faire des tris et Dieu voulant, j'écoute certains. Ce n'est pas parce que je ne veux pas écouter tout le monde, mais parce que parfois je n'ai pas le temps d'écouter tout le monde. Ouais. Et donc un jour, je reçois un message sur Facebook d'un jeune qui s'appelle Junior Scott et me dit, j'ai mon petit frère avec qui je vis, et il a fait un cover de Kossi, Bolo c'est Bolo. S'il te plaît, écoute un peu, tu me dis ce que tu en penses. J'ai dit que ok. Il me dit dans mon cœur que ouais, voilà encore un autre comme ça qui nourrit encore l'espoir dans le pays. C'est là. Il dit que j'écoute la chanson. Direct, j'ai des frissons au bout de 45 secondes. Pourquoi? C'est pas je me dis non, j'ai des frissons parce que je suis juste envoyé. Il me dit mais c'est qui ce gars en fait? Que comment est-ce que je regarde encore le nombre de vues? Il dit mais
tous ceux qui ont regardé là, comment est-ce qu'ils n'ont pas eu le même ressenti que j'ai eu? Ouais. J'ai dit que non, mais c'est incroyable. J'ai dit, j'écris au B. J'ai dit que tu dis que ton petit c'est qui? Il dit que non, c'est mon petit frère, on vit ici ensemble, etc. Et c'était qui? C'était Sissoul. Ah ouais? Ouais. J'ai dit, je l'ai écrit, j'ai dit que je veux le voir. Il faut que je le vois en face pour ça. Donc il faut qu'il me parle. Non? Ouais. Pour ça. Je veux comprendre comment quelqu'un peut être aussi fort. Et n'est pas avoir le succès qui va avec. Non, on a parlé même encore de succès. Pour moi, c'était... En fait, je suis quelqu'un qui est très spirituel et qui, pour moi, la musique me transporte. La musique peut me faire pleurer. La musique peut me faire dresser les poils de la tête, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, c'est ça même. C'est une des choses qui me font parfois ressentir qu'il y a quelque chose à exploiter ici. Tu vois. Et donc, c'est comme ça que je lui dis, il faut que je rencontre ton frère. Oui. Et le même soir... Comme par magie, ils se retrouvent à Yaoundé. Ils ne savent pas qu'ils étaient à Douala. Ils ont prêté de l'argent parce qu'ils ont entendu que ta fils veut voir. Quand même. Ils ont prêté l'argent, ils se sont retrouvés à Yaoundé. J'ai dit que vous savez de vous. Moi, je suis à Douala. Il dit que non, grand, on a seulement prêté l'argent pour venir te voir. Là, on parle de quelle année? On parle de 2017. 2017, ouais. 2017, 2018, je crois. Et là, je me dis que non. Ils ont tout compris dans la vie. Ils avaient saisi les opportunités. Ouais. Et c'est comme ça que je lui ai dit, mon petit, à partir d'aujourd'hui, non. Comme tu es venu là, tu ne bouges plus, on reste ensemble. Et c'est comme ça que je le récupère. On fait 3 ans et demi ensemble. Je mets une dizaine de millions sur lui. Au final, aujourd'hui, c'est le Sissoul qu'on connaît. Wow. La passion. Incroyable. Donc tu écoutes quelque chose. Donc, en fait, on appelle ça croire au projet. Ouais. Il faut croire au projet. Ouais. Et donc moi, je suis dans ceux-là qui croient au projet, qui croient en quelque chose qui te parle, qui te touche. Tu vois. Il me suis dit que si j'arrive à ressentir ça, c'est-à-dire que si on amplifie ça, ça pourra aussi toucher les gens comme ça m'a touché. Ouais. Donc il y a quelque chose de bien et de fort dans tout ça. Ouais. Et donc c'est comme ça. D'accord. Mais aujourd'hui, avec ton regard, est-ce que tu encourages ou décourages un jeune qui veut se lancer dans la musique au Cameroun? En fait, moi, je préfère lui dire la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'accord. C'est important de connaître la vérité. Il faut savoir que 9 personnes et demie sur 10 échouent. Où tu veux te lancer là? Ce n'est pas le voix bébé. La musique, ce n'est pas le voix bébé. Oui, c'est-à-dire que dans le domaine que tu veux entrer là, tu as plus de chances d'échouer. C'est comme dans le foot. Tout le monde ne sera pas Samuel Eto'o ou Kylian Mbappé. Ouais. Donc, c'est-à-dire que sur 10 000 footballeurs, 20 000 footballeurs, ils sont peut-être 10. Ou ils seront 23 qui sont à l'équipe nationale. Le reste, là, ils sont au champ. Sur 20 000 footballeurs au Cameroun, il n'y a pas 500 professionnels qui vont faire carrière. Parce qu'ils n'ont pas l'accompagnement qu'il faut. Il y a plusieurs facteurs. Ok. Et donc, il faudrait donc être capable de dire que tu peux même être bon. Tu peux être fort. Mais comme ce sont les goûts et les couleurs, tu peux être fort pour moi et pas fort pour les autres. Ouais. Parce que la musique, c'est aussi ça. C'est là. C'est-à-dire que je peux te ressentir que quelqu'un d'autre ne te ressent pas. Ouais. Comme j'ai produit des artistes qui n'ont pas marché. J'ai produit beaucoup d'artistes. J'ai produit une quarantaine d'artistes. Tous n'ont pas marché. Mais, in fine, lorsque j'écoute les projets, je suis quand même fier. Parce que j'ai produit ce que j'ai aimé, j'ai ressenti. Et comme je dis toujours, je ne produis pas forcément parce que j'attends un succès, mais parce que j'essaie d'accompagner quelque chose, un talent dans l'accomplissement de sa destinée, dans sa passion. Ouais. Et lorsque ton projet me parle, je t'accompagne. Et donc il y a parfois, parfois je fais des playlists de Spotify, et des chansons produites par mon label et que j'ai sélectionné, moi, me dit, ah ouais, tiens, je fais quand même de belles choses. Et pour moi, c'est ma première satisfaction. Ouais. Comme par exemple, lorsque j'étais au concert de Sissoul au Palais des Congrès, où sur la scène, tu écoutes Salazar, tu vois Ténor et Sissoul sur la même scène. Ouais. Ils font la chanson. Donc tu vois comment les images se défilent dans ta tête. Tu te souviens comment est-ce que vous avez tourné le clip à Paris. C'était difficile. Non, il y a eu des chamailleries et tout ça. In fine, tu vois les années passées avec ces deux talents aujourd'hui qui sont adulés devant 2000 personnes en déchaîné de folie, 8 millions de vues sur YouTube, etc. Succès commercial. Tu dis que que au moins, si je meurs un jour, on peut dire que j'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose de ma vie. Ouais. Non. Et donc, là au moins, tu te rends compte en fait, que tu as fait des choses dans ta vie. Ouais. Et c'est ma plus grande satisfaction. Non, parce qu'elle est spirituelle, elle est émotionnelle. Non, l'argent n'achète pas ça. L'argent n'achète pas ce parcours-là de voir un enfant qui est venu chez toi, il s'appelait Dessoul. Tu as décidé qu'à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Sissoul.
Pourquoi? Parce que ton prénom, c'est Cyril et tu es un chanteur de soul à la base. Donc, tu es Cyril qui fait de la soul. Donc, tu vas t'appeler Sissoul. Parce que même en termes de marketing, de storytelling, il y a une histoire à raconter derrière. Ouais. Voilà. Et que derrière, les premiers contenus, comment est-ce que tu as vu comment est-ce que les premiers contenus, on le faisait avec mon téléphone à la maison. Il était assis sur mon canapé, j'allumais la caméra, je dis, grince la guitare, interprète quelque chose. Et aujourd'hui, tu vois le parcours, Institut Goethe, Prix Découverte RFI. Aujourd'hui, tu fais des salles, tu fais des tournées. Tu vois un peu. Oui, c'est magique. Oui, c'est ça. Comment ça se gère, les revenus entre l'artiste et le producteur? En général, c'est... En matière d'argent, c'est ça qui oui. fait beaucoup de problèmes. Oui, disons que... faut savoir que le producteur, c'est lui qui investit l'argent. Ça, c'est clair. Et donc, les revenus... Et il faut savoir que lorsque un producteur investit l'argent sur ta carrière, avant de vous chabam les dos, comme on dit au quartier, il faudrait qu'on puisse d'abord déjà amortir les charges de production et ensuite avoir des revenus sur... Donc, tout cet investissement. Voilà. Mais en général, les contrats ne sont pas pareils pour tout le monde. Et pareil, même, il y a des contrats où le producteur fait une avance. Une avance, c'est comme un crédit. Donc, c'est-à-dire que quand un artiste va te dire que j'ai signé dans tel label, on m'a donné 1 million en avance, c'est que des 1 million, tu dois pouvoir rentabiliser les 1 million avant de continuer à toucher de l'argent. Donc, et maintenant, les pourcentages maintenant sur les revenus générés par ta musique aussi entre 12 et 30%. Entre 12 et 30% pour l'artiste. Pour l'artiste. Voilà. Ça, c'est... Oui. Est-ce qu'ils ne se plaignent pas que voilà, ils sont mal payés ou encore disons, non parce qu'ils méritent? Disons que, imagine-toi, tu es producteur, avec les calculs que je t'ai fait pour le Cameroun, tu as mis 40 millions en un an. C'est un artiste, ça n'a pas marché. Il faut savoir qu'en général, les contrats qui sont signés avec les artistes, c'est les contrats qui vont entre 3 et 5 ans. Mais beaucoup d'artistes veulent des contrats de 3 ans parce qu'ils veulent absolument exploiter le label et partir avec la notoriété que le label leur a donnée. Un peu non, voilà. Voilà. Donc, ce qui veut donc que, imagine-toi qu'il y a beaucoup de labels qui, c'est au bout de la 2e année que l'artiste commence à générer des sous. Donc, si tu as signé un contrat de 3 ans avec un artiste, c'est au bout de c'est à partir de la 3e année que tu commences à rentabiliser. Et rentabiliser, c'est que tu as amorti des frais d'investissement. Donc, ce qui fait que parfois, le contrat finit que tu n'as même pas encore amorti ton investissement. Alors, comment expliquer à un artiste que tu as mis 40 millions la première année, 40 millions la deuxième année, donc tu as mis 80 millions en 2 ans? C'est quand tu commences à amortir la 3e année qui essaie de partir. Est-ce que tu vas amortir 80 millions en 1 an? Ah, c'est difficile. Et donc, tu veux donc comment tu vas expliquer à un artiste qui va te dire que non, il veut de nouveaux habits, il faut un nouveau téléphone, il faut ceci, il faut cela, qui entre dans les charges de production. Et que derrière, ils veulent plus de pourcentage. Le producteur, c'est aussi l'enfant du fou, quoi. Donc, et en fait, et c'est ce niveau d'incompréhension qui fait que parfois, il y a donc des frictions entre producteurs et artistes. On a l'impression que les producteurs sont malhonnêtes, pourtant, ils ont des charges invisibles qu'on ne voit pas, mais qui sont inhérentes. Parce qu'à un moment donné, c'est une entreprise aussi. Elle ne doit pas tourner en pète. Et à un moment donné, tu te dis, que même donner 5% à l'artiste pour amortir, ce serait compliqué. Hein, ça ne suffit pas parce que derrière, l'artiste a toujours ses exigences. Et au départ, à lui, les artistes, ils sont très dociles au départ. Ils sont très gentils. Ils te disent que non, je veux juste qu'on me voie, je veux juste la visibilité. Même si tu prends 100%, non, je suis prêt à. Mais dès que le succès arrive, c'est là que beaucoup vont se découvrir de nouveaux cousins, de nouveaux oncles qui subitement connaissent le talent ou bien connaissent la production parce qu'ils voient déjà que, hey, on appelle l'artiste pour chanter 1 million. 1 million. Et 1 million, là, pourquoi est-ce que notre enfant ne mange pas 1 million à la seule? Oubliant que s'il vaut 1 million aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a mis 40 millions derrière. Et qu'il faut d'abord qu'on rembourse la personne qui a investi de l'argent. Et ce qui fait donc que tellement il y a des frictions entre artistes et producteurs. Et que parfois, des producteurs croient tellement à leurs artistes qu'ils parfois ils prêtent de l'argent pour investir dans leur carrière. Et que il y en a qui se lancent dans la production et qui n'ont pas forcément tout l'argent cash. Ils prêtent peut-être un argent. Ils commencent à investir dans la musique. Un peu. Après, quand ça marche, une partie, ils réinvestissent dans la carrière de l'artiste et une autre partie, ils remboursent les dettes. Ce qui fait donc qu'à un moment donné, quand par exemple, l'artiste
a un cachet de 2 millions. Le producteur, il prend d'abord les 2 millions là pour rembourser un crédit. Ou alors, il reprend les mêmes 2 millions là pour refaire un nouveau clip. Un nouveau clip, oui. Sans te donner, tu vas dire que non, le producteur a mangé mon argent. Pourtant, les 2 millions là, il a remis ça dans ton clip. Mais est-ce que c'est assez clair entre l'artiste et le producteur? Non, comment est gérer les revenus? Non, parfois, donc, le producteur ne le dit pas clairement. Et donc, parfois, il y a un problème de communication entre le producteur et l'artiste. Mais parfois, on peut traiter le producteur de malhonnête. Pourtant, il le fait parce qu'il veut tellement bien faire que même ce qu'il gagne et ce que l'artiste doit gagner, il remet ça dans l'investissement. Mais l'artiste ne veut rien savoir. Mais il veut son argent. Il ne faut argent. pas quand même expliquer à la personne clairement parce que... Parfois, les gens ne veulent même pas comprendre. On t'appelle pour un conseil. Non, okay, ils veulent seulement... Oui, ils veulent leur argent, point barre. Mais ils veulent aussi le beau clip. Tu le veux? Mais c'est tout bien donc, de communiquer. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la bergère et tout ce qui va avec. Oui, mais est-ce que dans le contrat, c'est pas, tout n'est pas assez clair et mentionné que bon, voilà, quand tu vas à un concert, ça génère tes revenus, voici comment on va gérer ça. En réalité, n'est-ce pas? Oui. Les contrats sont faits, sont signés même pour la plupart du temps. Mais en général, si on veut se limiter sur les virgules, le point de chaque contrat, c'est que tous les contrats comme ça n'existeraient plus. Tu comprends? Ouais. C'est compliqué. Parce qu'on est dans un environnement où il n'y a pas le statut de l'artiste, il n'existe pas. Il n'y a pas de marché de la musique. Donc, en fait, le contrat, en général, même lorsqu'il est signé, c'est juste pour la forme. Parce que si on se base sur le fond, oui. Il y a pas de... ce n'est pas une industrie où on investit de l'argent, non. Ouais. Et donc, à un moment donné, les gens devraient se parler, se regarder en face et se dire que, ah tiens, c'est vrai que je mets de l'argent, je ne suis pas un mécène. Ouais. Le mécène donne sans et se tourne. Je suis quelqu'un qui investit. Qui attend des retours. Voilà, et voilà pourquoi, aujourd'hui, tu verras que si tu fais le constat, les labels qui existaient il y a 10 ans, en 2015, 99 n'existe plus en 2025. Pourquoi? Les investissements n'ont pas su. Ce n'est pas un environnement favorable au développement de ce type de business. Universal s'est installé au Cameroun. Ouais. Ils sont partis. Pourquoi? On ne se pose pas des bonnes questions. Parce que si un environnement est rentable, une major ne va pas venir s'installer, recruter du personnel, payer des bureaux, fermer ses bureaux et repartir. C'est parce que le modèle économique n'est pas viable. D'accord. Mais au-delà de l'artiste ou encore du jeune talent qui n'est pas encore vraiment star, qui vient vers le producteur, comment est-ce que le producteur détecte le talent? C'est les goûts et les couleurs. C'est les goûts et les couleurs. Il faut savoir que moi, par exemple, lorsque j'écoute un artiste, je décompose ce qu'il chante. Je vous pose plusieurs questions. Toutes bêtes, hein, mais qui sont essentielles. Cette chanson, elle peut jouer où? Donc, quand elle dit jouer où, elle peut jouer dans quelle télé, dans quelle radio? Ouais. Elle peut être acceptée dans quelle... Elle peut être jouée dans quelle boîte de nuit, dans quel restaurant, dans quel lounge. Non, elle correspond à quel type de public. Et parce que en fonction du type de public, de son cœur de cible, tu peux savoir quels sont les canaux que tu peux utiliser pour pouvoir faire la promotion. Ouais. Et quelle est la capacité de l'artiste à se renouveler ou à s'adapter en fonction des objectifs commerciaux. Parce que derrière, tu peux pas produire juste pour ton kiff. Mais lorsque tu dois vendre... On parle d'argent. Oui, lorsque tu dois vendre, il y a d'autres enjeux qui entrent en jeu. Ouais. Est-ce qu'il est beau, présentable? Est-ce que, lorsqu'on va le mettre devant la caméra, est-ce que les filles vont crier? Ça, c'est important. Ouais, c'est important. Donc, parce que c'est du business, c'est du marketing. Ouais. Il faut voir tout ça. Est-ce qu'il a une voix agréable? Est-ce qu'il peut... est-ce que intellectuellement il est stable? Ouais. Non, parce qu'il y en a qui sont, comme on dit souvent, il y a des fous habillés. Ouais, est-ce qu'ils se portent bien? Voilà, il faut qu'ils se portent bien mentalement, psychologiquement, psychiatriquement. Il faudrait que toutes les conditions soient liées, soient réunies avant de prendre une décision. D'accord. Et du coup, ça se passe comment les featuring entre deux artistes? Les collaborations entre artistes obéissent à plusieurs règles. Il faut savoir qu'un artiste vient vers toi parce qu'il veut ta lumière. Ouais. Donc, il veut associer ta lumière à sa lumière pour pouvoir soit gagner en audience ou en visibilité. En général, c'est ça. Ouais. Et donc, ou alors, c'est parfois par feeling, par feeling artistique. Je ressens bien cet artiste sur ma chanson. J'aimerais bien qu'il collabore avec moi. Mais pour qu'il accepte de collaborer avec toi, les artistes en général qui ont de la notoriété acceptent des collaborations, soit parce que tu as une porte d'entrée sur un territoire qui n'arrive pas à conquérir d'eux-mêmes. Par exemple,
Si, par exemple, je voudrais que Maître Gims fasse une collaboration avec un artiste camerounais, Ouais. il va se dire, est-ce que j'ai besoin d'un artiste camerounais pour marcher au Cameroun? Sinon, s'il n'a pas besoin d'un artiste camerounais, s'il n'a pas besoin de faire une collaboration avec un artiste camerounais, il va te demander de l'argent. Et c'est de bonne guerre. Ah. Parce que lui, en faisant une collaboration avec toi, il t'ouvre une porte dans son audience. Donc, c'est soit tu gagnes en visibilité, soit tu gagnes en argent. Soit, ou à défaut, la troisième option, c'est le feeling artistique. Entre les deux. Entre les deux, ou le fait juste par pur feeling. Mais en général, ça doit obéir à deux règles. Soit tu me donnes de la visibilité, soit tu me donnes de l'argent. Ok. Et qui fixe les prix voilà, quand par exemple il y a une collaboration à faire et qu'il faut par exemple monnayer la chose, ou même quand il faut un concert, ou quand l'artiste est invité à faire une prestation quelconque quelque part. En général, tu te dis que tu fixes, c'est comme fixer le cachet d'un artiste pour une prestation. Tu te dis que quelle est la valeur de mon apport dans cette collaboration? Est-ce qu'en collaborant avec X, s'il exploite bien, il pourra avoir un disque d'or? D'accord. Un disque d'or peut le générer combien? Tu calcules. Tu dis que, ok. Si je dis que, bon, si il peut faire minimum disque d'or et que ça veut dire que si on fait 50-50, ça veut dire que si le disque d'or peut générer 100 000 euros, ça veut dire que si tu demandes 50 000 euros, c'est pas cher payé. Et là, c'est le producteur qui fait... Non, c'est le manager, oui, qui fixe la valeur marchande de son artiste sur cette collaboration. D'accord. Comme il peut dire que mon artiste coûte 2 millions d'euros. Parce qu'il sait que non. Si Beyoncé, naturellement, va coûter 2 millions de dollars par exemple. Parce qu'elle sait que c'est Beyoncé, c'est une audience mondiale. Ta collaboration, si elle est bien exploitée, peut te faire manger même pendant 5 ans. Ah. Non. Et donc, vu qu'elle ne sera pas derrière toi tout le temps pour dire que je veux ma part, mieux est manger ça à la source. Directement. Voilà. Et c'est comme ça qu'en général, ces montants-là sont fixés. D'accord. Voilà. Et c'est comme fixer le cachet d'un artiste pour une prestation dans un lieu. Parfois, en général, lorsque tu veux booker un artiste, le manager ou le tourneur va te dire, c'est pour prester où? En boîte de nuit? En lounge? Dans une salle fermée, dans une salle ouverte, dans un stade, parce que le tarif pour un stade ne sera pas le même que pour une boîte de nuit, par exemple. Non, donc, c'est en fonction. Et quand tu dis que non, c'est dans un stade, il va te dire quelle est la capacité du stade, quel est le prix médian d'entrée. D'accord. À partir de ça, il s'est dit que bon, mon artiste a la capacité de remplir ce stade. S'il remplit ce stade, ça peut générer environ tel montant. Si les charges c'est tant. Ça veut dire que si je fixe le cachet à temps, on peut avoir un retour sur investissement. Voilà. D'accord. Bon, l'équipe, on va passer à une autre étape de l'émission. La partie que vous aimez. Bon, la partie des anecdotes, la partie sans filtre. Bon, l'équipe, on était avec le patron, l'un des patrons de la musique, si ce n'est lui, l'unique ou encore celui qui est au-dessus. En tout cas, merci pour cet échange. Merci. Et, je pense que moi, personnellement aussi, j'ai beaucoup appris en tant que consommateur de la musique camerounaise et aussi de la musique d'à côté. Je pense que les internautes et nos auditeurs auront également beaucoup à apprendre. En tout cas, merci. Merci. Bon, l'équipe, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec un nouvel invité. Big up à vous.